Comment on est passé de ça à ça? Les premières traces humaines connues en France remontent à 1,2 million d'années. Mais c'est il y a 45 000 ans que l'Homo sapiens arrive sur le territoire. Psst! Quoi? Viens voir! On va enfin pouvoir manger. Les premiers humains ne font que traverser le paysage. Ils vivent de chasse, de cueillette et suivent les troupeaux au fil des saisons. Un jour, quelqu'un a l'idée révolutionnaire de planter une graine. C'est le début de l'agriculture. Plus besoin de se déplacer, les premiers villages apparaissent. Plusieurs peuples commencent à s'installer, mais c'est finalement les peuples celtiques qui vont occuper la majorité du territoire. Est-ce qu'on peut dire que les Celtes sont unis? Non, pas vraiment. Ils ont une culture commune, mais chaque tribu a ses règles et ses traditions. Ils font du commerce entre eux, mais aussi la guerre. Des Grecs fondent une ville dans le sud et font du commerce avec les Celtes. Et voilà. Bon, maintenant on fait quoi? Bah, on a qu'à leur vendre des trucs. On vend du vin et des olives. Pendant ce temps, à l'est, une autre ville commence à gagner en importance, Rome. Elle conquiert de plus en plus de territoires. Un jour, Massalia entre en conflit avec ses voisins. Elle demande de l'aide à Rome. Rome, on a un petit problème avec nos voisins. Pas de soucis, on arrive. Tiens, c'est sympa ici. On va peut-être rester un petit peu plus longtemps. Rome intervient plusieurs fois pour lui venir en aide. Elle finit par conquérir une partie du territoire qui devient la Gaule narbonnaise. Un Romain nommé Jules César en devient le gouverneur. Mais Jules, il est du genre ambitieux. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la richesse et la gloire. Il déclenche la guerre des Gaules pour étendre son pouvoir. Vercingétorix réunit les Celtes pour l'affronter. Après de nombreux combats, il se fait encercler à Alésia. Veni, Vedi, Vici. La Gaule romaine est organisée en 4 provinces. Les Gaulois conservent leur mode de vie, mais doivent payer un impôt. Je suis un homme libre, mais bien sûr. Mais les Romains ne se contentent pas de réclamer un impôt. Ils apportent une période de paix et de stabilité qui favorise le développement. Ils modernisent les villes et les routes, la culture gauloise et romaine se mélange, la Gaule devient l'une des régions les plus peuplées de l'Empire. Avec les Romains arrive aussi une nouvelle religion. Au début, les Romains ne les apprécient pas, alors ils les jettent dans des arènes pour qu'ils se fassent dévorer par des animaux. Mais finalement, ils décident qu'ils les apprécient, alors le christianisme devient la religion officielle de l'Empire. Le 31 décembre de l'année 406. Comme tous les ans, les Romains se réunissent au bord du Rhin pour fêter la nouvelle année. 10, 9, 8, 7... L'Empire romain connaît une succession de crises économiques et de guerres civiles. Incapables de sécuriser ses frontières, les peuples germains s'installent progressivement en Gaule jusqu'à l'effondrement de l'Empire. Parmi les peuples germains, les Francs, unis par leur chef Clovis, vont conquérir le royaume de Syagrius, le dernier chef romain de Gaule. La femme de Clovis a une grande influence sur lui. Clovis, je suis chrétienne, il faut que tu te fasses baptiser. Non. D'accord, donc tu ne veux pas renforcer ton pouvoir et former plus d'alliances. J'accepte. Il accepte de se convertir au catholicisme et devient le premier roi chrétien des Francs. Il crée ainsi la première grande famille de dirigeants du territoire, les Mérovingiens. Il gagne le soutien des peuples gallo-romains catholiques présents chez ses voisins, ce qui lui permet de les conquérir. À sa mort, comme le veut la tradition franque, Clovis divise le royaume entre ses fils. Mes fils, écoutez, le royaume va être divisé. Vous allez recevoir chacun une partie. On est bon? Pas de guéguerre entre vous. Non, t'inquiète. Ouais, pas de soucis. Ouais, c'est bon. Les descendants de Clovis vont passer leur temps à se faire la guerre. Le pouvoir est à chaque fois divisé entre les fils, ce qui entraîne des nombreux conflits pour la succession. Est-ce qu'on peut dire que les Francs font mieux que les Romains? Pas vraiment. Baisse de la population, épidémie, effondrement du commerce. Les nombreuses guerres de succession affaiblissent la famille mérovingienne. Les maires du palais, qui sont des sortes de premiers ministres, vont peu à peu prendre leur place. Quand Charles Martel devient maire du palais, les rois mérovingiens n'ont plus qu'un pouvoir symbolique. C'est lui qui dirige le royaume. Il repousse une armée musulmane et unit les Francs. À sa mort, Charles Martel partage son pouvoir entre ses deux fils, qui deviennent à leur tour maires du palais. Mais Carloman finit par se retirer pour devenir moine. Pépin le Bref réunit le royaume. Il renverse le dernier mérovingien et se fait élire roi par les guerriers francs. Il se fait sacrer par le pape avec ses fils. C'est le début d'une nouvelle famille de rois, les Carolingiens. Pépin le Bref récupère l'Aquitaine et étend le royaume. À sa mort, le royaume est encore divisé entre ses deux fils. Mais la mort de Carloman Ier permet à Charlemagne de réunifier une nouvelle fois le royaume.
Que va faire Charlemagne maintenant que le royaume est unifié? S'arrêter là? Non. Lui, il veut plus. Roi des Francs, c'est bien, mais empereur, c'est mieux. Il passe son temps à faire la guerre, conquiert la moitié de l'Europe et se fait couronner empereur par le pape le 25 décembre 800. Charlemagne à sa mort décide encore de suivre la tradition franque. J'ai décidé de partager l'Empire entre mes fils. Charles, tu n'as qu'un fils. Son fils Louis le Pieux devient donc à son tour empereur. L'Empire est unifié et il trouve ça plutôt pas mal de ne pas avoir à se battre pour le partage. Ça lui donne une idée. J'ai décidé de ne pas suivre la tradition franque. Je vais désigner un seul héritier. Cela permettra de maintenir la paix et l'unité de l'Empire et de le faire prospérer. Et en plus... Louis, il y a tes fils qui te déclarent la guerre. Je crois qu'ils veulent tous devenir des héritiers. Louis décide de suivre la tradition franque et de diviser l'Empire entre ses fils. Ses fils se font la guerre pour la succession de l'Empire. Ils finissent par se mettre d'accord et signent un traité. Charles le Chauve obtient la Francie occidentale. Mais ce royaume est tout sauf unifié, et une nouvelle menace arrive par les côtes, les Vikings. Bonjour, vous êtes qui? Un Viking. Vous voulez quoi? Piller toutes vos richesses, brûler vos maisons, puis repartir. C'est pas très cool ça. Incapables de protéger un royaume divisé, les rois carolingiens perdent en influence. Les seigneurs du royaume deviennent quasiment indépendants. En 987, Louis V meurt sans héritier direct. On pourrait alors choisir le plus proche parent de la famille carolingienne, mais c'est finalement Hugues Capet qui est choisi pour devenir roi, l'un des plus puissants seigneurs du royaume. C'est le début d'une nouvelle famille de rois, les Capétiens. Et que font les rois capétiens pour renforcer leur pouvoir? Ils mettent fin au partage du royaume. C'est l'aîné qui devient l'unique héritier. Et pour s'assurer le soutien du royaume, il est sacré de son vivant. Mais les Capétiens font face à un nouveau problème. On a un petit problème. Quoi encore? Le comte d'Anjou est devenu roi d'Angleterre, puis s'est marié à l'ancienne reine de France, qui est duchesse d'Aquitaine. Quelqu'un a compris? Le roi d'Angleterre est devenu ton vassal. Le roi suivant décide de reprendre la situation en main. Philippe Auguste décide de reprendre le contrôle des territoires du roi d'Angleterre, ce qui renforce son pouvoir. C'est à cette période que le titre roi de France commence à être utilisé. On passe progressivement d'un royaume des Francs à un véritable royaume de France. Les rois capétiens vont continuer à renforcer leur pouvoir et à développer le royaume. Hausse de la population, croissance de l'économie, augmentation de la surface agricole. Mais progressivement, il n'y a plus de nouvelles terres disponibles pour l'agriculture et le climat commence à se refroidir. L'Europe connaît un petit âge glaciaire. Et que se passe-t-il quand les récoltes baissent mais que la population augmente? C'est la famine. Les gens ne peuvent plus se nourrir. Bref, la France n'est pas dans sa meilleure forme et la dernière chose dont elle a besoin, c'est une guerre de succession. Ça y est, le roi est mort. C'est qui son fils déjà? Il en a plus. Ok, bon et dans l'ordre de succession on a qui? Ben son petit-fils. Et c'est qui? Le roi d'Angleterre. Non mais sinon il y a Philippe de Valois. Il est français lui, c'est son neveu. Ça devrait poser aucun problème avec les Anglais. Et c'est ainsi que commence la guerre de 100 ans. Voilà, vous êtes le nouveau roi de France. Ok, qu'est-ce qui est au programme? Les Anglais veulent le trône de France. Super, rien d'autre? Si, il y a une épidémie qui est en train de se propager dans le royaume. Ah bon? C'est quoi? La peste. La fin du règne de Philippe de Valois est marquée par la peste noire. Cette épidémie va tuer un tiers de la population. Mais revenons à la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, contrairement à ce que son nom indique, a duré 116 ans. Mais c'est en réalité une alternance de périodes de paix et de guerre. Plusieurs rois de France se succèdent pour affronter les Anglais. Au début, ça commence mal. Grâce à leurs archers, les Anglais remportent victoire sur victoire. Le roi est fait prisonnier. Les Anglais conquièrent un tiers de la France, mais le roi suivant récupère les territoires, puis une guerre civile éclate. Le royaume se divise en deux. Le roi d'Angleterre devient héritier du trône de France. L'Angleterre est proche de réaliser un double royaume franco-anglais, ce qui aurait complètement transformé l'Europe. Mais intervention décisive de Jeanne d'Arc, une jeune paysanne qui entend des voix. Elle libère Orléans et redonne espoir aux Français. La France met fin à sa guerre civile. Le royaume est de nouveau uni face aux Anglais. Ils sont vaincus et c'est la fin de la guerre de 100 ans. Bon, maintenant qu'on a fini la guerre avec les Anglais, on fait quoi? On pourrait investir dans le commerce ou l'agriculture, développer notre économie. Super, vous avez rien de mieux? Ben si, sinon vous avez des droits héréditaires sur le royaume de Naples et le duché de Milan, mais bon,
Et c'est ainsi que débutent les guerres d'Italie. En gros, les guerres d'Italie, c'est quoi? La France qui conquiert le royaume de Naples, puis le perd, puis le reprend, puis le repère, et concernant Milan, à peu près pareil, mais en plus de fois. Mais c'est surtout les rois de France qui affrontent la famille des Habsbourg pour la richesse des villes italiennes. Charles Quint, le roi d'Espagne, hérite de l'empire des Habsbourg et devient empereur du Saint-Empire romain. Le problème, c'est que son territoire encercle celui de la France. En plus, dans son empire, il y a le royaume de Naples, ce même royaume que la France convoite. Et ça, ça plaît pas trop à François Ier. Il doit même s'allier à l'Empire ottoman pour tenir tête à Charles Quint. En plus de ça, à cette époque, l'Espagne commence à explorer l'Amérique du Sud et découvre des grandes quantités d'or. La France va essayer de faire la même chose, mais est-ce qu'elle va trouver de l'or? Non. Finalement, la France renonce à l'Italie et c'est la fin des guerres d'Italie. Avoir la moitié de l'Europe en guerre pour contrôler l'Italie aura quand même permis une chose, la diffusion de la Renaissance italienne. François Ier fait venir Léonard de Vinci en France, construit des châteaux dans un style italien, investi dans l'art. Mais les guerres d'Italie ne sont pas gratuites. Elles font de nombreux morts et font exploser la dette française qui est obligée de faire banqueroute. Elle arrête tout simplement de rembourser certaines dettes. Bon, guerre de succession, c'est fait. Guerre de 100 ans, c'est fait. Guerre d'Italie, c'est fait. Seigneur, il y a les catholiques et les protestants qui sont en train de se taper dessus. C'est le début des guerres de religion. Au début, la majorité de l'Europe est officiellement catholique, mais une branche de la chrétienté critique l'Église et propose une alternative, c'est le protestantisme. Leurs idées vont rapidement se répandre en Europe avec l'utilisation de l'imprimerie. Mais les catholiques ne sont pas trop d'accord. Henri IV parvient à pacifier le royaume de France avec l'édit de Nantes, qui donne plus de liberté aux protestants. Il se fait quand même assassiner par un catholique. Son fils Louis XIII renforce la monarchie et centralise le pouvoir. Il réduit l'influence de la noblesse et les droits des protestants, il s'engage dans une guerre contre les Habsbourg, puis il meurt. Son fils lui succède, il s'appelle Louis XIV. Mais le problème, c'est que Louis XIV, il a 4 ans. Alors comme il est trop jeune pour gouverner, le pouvoir est confié à sa mère et à Mazarin, une sorte de premier ministre. Une fois adulte, et après la mort de Mazarin, Louis XIV décide de gouverner seul. Il veut tout centraliser, toutes les décisions importantes passent par lui. Sire, je peux donner mon avis? Oui, bien sûr. Garde, jetez-le en prison. Pour montrer sa richesse, il transforme Versailles en un immense château qui devient sa résidence principale. Il accueille également toute la noblesse pour mieux la contrôler. Il modernise l'armée et remporte plusieurs victoires militaires. La France devient la première puissance européenne. À cette époque, elle développe également un véritable empire colonial dans le monde. Il meurt à 77 ans. Il aura régné pendant 72 ans. C'est le plus long règne de l'histoire de France. Louis XIV a enterré son fils et son petit-fils. C'est donc son arrière-petit-fils Louis XV qui monte sur le trône. Louis XV fait plusieurs guerres et perd la plupart des colonies américaines. Pendant son règne, des philosophes se réunissent pour chercher à comprendre le monde et à rendre la société plus juste. Ils critiquent de plus en plus le pouvoir royal et imaginent une nouvelle organisation de la société basée sur l'égalité. À cette époque, la société est divisée en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Mais le tiers-état n'a aucun pouvoir politique. Pourtant, il représente 98% de la population et c'est lui qui paye la majorité des impôts. À la mort de Louis XV, l'État est surendetté. Son petit-fils Louis XVI devient roi. Bon alors, qu'est-ce qui est au programme? Le royaume n'a plus d'argent, les impôts sont mal répartis, les récoltes sont mauvaises, le peuple a faim et personne ne vous respecte. Vous avez une idée? Alors oui, il faudrait rendre l'impôt plus égalitaire, réduire ceux du peuple et augmenter ceux de la noblesse et du clergé. Oula, je sais pas trop. D'accord, mais c'est vous qui allez leur dire. La noblesse et le clergé refusent de payer plus. Qu'est-ce que je fais? J'envoie l'armée? Non, quand même pas. Bon, puisque personne ne me respecte, je vais organiser une grande réunion et comme ça tout le monde pourra discuter et se mettre d'accord. Et c'est ainsi qu'il convoque les États généraux de 1789. Bon voilà, j'ai réuni les 3 ordres, on va pouvoir voter. Au fait, le clergé et la noblesse qui représentent 2% de la population ont plus de voix que le tiers-état. Ça pose un problème à quelqu'un? Les députés du tiers-état se proclament Assemblée nationale. Ils décident qu'à partir de maintenant, c'est à eux de faire les lois. Les Parisiens craignent la réaction du roi. Ils décident de s'armer et attaquent la Bastille qui contient des armes et des munitions. Mais que fait le roi? Il recule. Il fait retirer les troupes autour de Paris et tente de calmer la situation. L'Assemblée nationale met fin aux privilèges, réorganise l'État et la justice et déclare que tous les citoyens sont égaux. Louis XVI accepte la situation, puis prend la fuite. Il est arrêté, ramené à Paris. Son pouvoir est réduit, mais il garde son titre. La France craint la réaction des pays européens. Pour défendre la Révolution, elle décide d'attaquer la première et déclare la guerre à l'Autriche. Mais beaucoup pensent que le roi complote avec l'ennemi.
Il est de nouveau arrêté et cette fois-ci la monarchie prend fin. C'est le début de la première république. Louis XVI est jugé pour trahison, il est exécuté. Les rois d'Europe prennent peur et se rassemblent contre la France. Il faut lever une armée, mais une partie de la France ne soutient pas la révolution. Elle veut le retour d'un roi et refuse de rejoindre l'armée. Des révoltes éclatent. Guerre intérieure, guerre extérieure, la France est dans une situation critique. Le gouvernement dirigé par Robespierre met en place la terreur, arrestations massives, exécutions, contrôle politique strict. Il est finalement arrêté puis exécuté lui-même. La terreur prend fin. On met en place une nouvelle organisation politique plus modérée, le Directoire, mais il est instable, impopulaire et corrompu. Pendant ce temps, un certain Napoléon Bonaparte, simple officier devenu général, enchaîne les victoires contre les puissances européennes et devient extrêmement populaire. Il prend le pouvoir, renverse le Directoire et met en place le consulat. C'est la fin de la Révolution et le début de son pouvoir personnel. Une fois au pouvoir, Napoléon ne perd pas de temps. Nouvelle loi, économie remise en ordre, il calme les tensions entre les Français et devient très populaire. Il en profite aussi pour réduire certaines libertés. En 1804, il devient empereur. C'est la fin de la Première République. Napoléon, lui, ce qui l'intéresse, c'est que la France devienne la première puissance d'Europe. Il enchaîne les victoires militaires et agrandit énormément l'Empire. Mais l'invasion en Russie tourne mal. Froid, faim, armée pratiquement détruite, ses ennemis en profitent et envahissent la France. Napoléon se rend, il est exilé sur l'île d'Elbe. Un roi est remis au pouvoir. C'est la période de la Restauration avec Louis XVIII. C'est moi le roi. Mais on va prendre les décisions ensemble. Louis XVIII doit garder certaines idées de la Révolution s'il veut rester en place. Mais Napoléon s'échappe de son île, revient au pouvoir, est battu à Waterloo, puis est renvoyé sur une autre île mais beaucoup plus loin. Louis XVIII revient définitivement. C'est bon, vous êtes sûr qu'il est parti ? À sa mort, son frère Charles X devient roi, et lui, les idées révolutionnaires, c'est pas trop son truc. En 1830, il décide de limiter les droits de la presse et le droit de vote. Le peuple se révolte, le roi s'enfuit, on met en place un nouveau roi, mais son pouvoir est partagé avec un parlement. Il est censé représenter le peuple, mais il représente surtout la bourgeoisie. Seuls les riches peuvent voter. C'est une période de développement économique, industrie, chemin de fer, grandes villes qui se modernisent, mais très peu de monde profite de la richesse. Une crise économique entraîne la colère du peuple. Nouvelle révolution, le roi s'enfuit, c'est le début de la Deuxième République. Alors, c'est quoi l'actu ? Droit de vote, fin de l'esclavage, liberté de la presse, amélioration des conditions de travail. Ah ouais, pas mal. Ah, et le président a été élu. Ah ouais, c'est qui ? Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier. Oula ! On est sûr que c'est une bonne idée ? Mais oui, ça craint rien. C'est écrit élu pour 4 ans. Louis-Napoléon est élu pour 4 ans. À la fin de son mandat, il se retire et de nouvelles élections sont organisées. Ah non. Il refuse de partir, fait un coup d'État et se proclame empereur sous le nom de Napoléon III. C'est la fin de la Seconde République et le début du Second Empire. Napoléon III concentre presque tous les pouvoirs. Il contrôle la presse et limite les oppositions politiques. Il lance de grands travaux, modernisation de Paris, développement du chemin de fer, des banques, des grandes entreprises, l'économie décolle. Mais Napoléon III, il n'a pas oublié toutes les révolutions. Pour gagner le soutien du peuple, il assouplit peu à peu sa politique. Plus de liberté de la presse, le Parlement obtient davantage de pouvoir, les oppositions se font entendre. Mais en Europe, une menace commence à grandir. La Prusse devient de plus en plus puissante et la France ne veut pas se faire dépasser. La guerre éclate en 1870 et c'est une catastrophe. Défaite à Sedan, capture de l'empereur et effondrement immédiat de l'Empire. C'est le début de la Troisième République. Mais le premier gouvernement est en réalité pour le retour d'un roi. Une partie de Paris se révolte, ils se font appeler les communards. Ils veulent une république avec plus de droits, mais ils sont massacrés. Le gouvernement tente alors de remettre en place un roi. D'accord, mais à une condition, on change le drapeau. C'est non. Finalement, les républicains prennent progressivement le pouvoir. On met en place des institutions stables. Président, parlement, liberté publique. L'école devient gratuite, laïque et obligatoire. À l'extérieur, la France colonise une partie de l'Afrique et de l'Indochine. En Europe, les pays sont de plus en plus tendus. Alliances, courses aux armements, il ne manque plus qu'un assassinat pour déclencher la guerre. Celui de l'archiduc d'Autriche en 1914. C'est le début de la Première Guerre mondiale. La France se bat contre l'Allemagne sur le front ouest. L'armée allemande avance vite et menace Paris. Les Français stoppent l'attaque pendant la bataille de la Marne. Le front se stabilise. Les soldats vivent dans des tranchées boueuses et dangereuses. On se bat pour gagner quelques mètres de terrain. Verdun et la Somme sont des batailles très meurtrières sans victoire décisive.
Finalement, les États-Unis entrent en guerre et apportent des hommes et du matériel. L'Allemagne lance une dernière offensive mais s'épuise. Les Alliés contre-attaquent, l'Allemagne demande l'arrêt des combats. La France a gagné, mais à quel prix? Beaucoup de destruction, beaucoup de morts, le pays doit se reconstruire. Elle obtient l'Alsace-Lorraine et fait payer de lourdes réparations à l'Allemagne. Après la guerre, les gens veulent profiter de la vie. Ils font la fête et l'économie repart. Mais en 1929, une grosse crise financière mondiale vient calmer tout le monde. En Allemagne, Hitler a trouvé une solution pour sortir de la crise. Il veut conquérir l'Europe. Comment la France va-t-elle réagir? Hitler a envahi l'Autriche. Hitler a envahi la Tchécoslovaquie. On réagit? Hitler a envahi la Pologne. On déclare la guerre? En 1940, l'Allemagne lance une attaque rapide et massive contre la France. L'armée française est encerclée. La France est coupée en deux. Le nord est occupé par les Allemands et le sud est dirigé par Philippe Pétain, qui collabore avec les nazis. Le général de Gaulle, qui se trouve à Londres, appelle les Français à continuer la lutte. Il représente la France libre. Certains Français résistent. Sabotage, aide aux pilotes, renseignements. Le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie. La résistance aide les Alliés à combattre les Allemands. De Gaulle forme un gouvernement provisoire et l'Allemagne nazie est vaincue. Après la Seconde Guerre mondiale, la France crée une nouvelle organisation politique, la 4ème République. Mais elle est instable, les gouvernements changent souvent et les colonies françaises réclament leur indépendance. La guerre d'Indochine, puis surtout la guerre d'Algérie, provoque la chute de la 4ème République. On appelle le général de Gaulle pour rétablir l'ordre. Il crée la 5ème République pour donner plus de pouvoir au président. C'est l'organisation politique encore en place aujourd'hui.